Entre avril et décembre 2002, un redoutable prédateur sexuel commet des agressions d'une extrême violence dans plusieurs quartiers de Montréal, ainsi que dans un quartier résidentiel de Longueuil. Il sème la terreur, déjoue les enquêteurs et demeure insaisissable. On peut dire que c'est un crime tout à fait horrible, une agression atroce, particulièrement violente. Des personnes qu'on avait frappées violemment, j'en ai vu dans ma carrière, mais ça c'était, comme on dit, not necessary, vraiment pas nécessaire du tout. Quartier Centre-Sud, très tôt le matin. Un habitant du quartier en route vers son travail est inquiété par des gémissements qui semblent provenir d'un terrain vague, barricadé. Il pensait que c'était un animal qui était blessé. Ça m'avait réellement touché. En fait, j'ai dit, quoi? Il dit oui, c'était un râle, un gémissement comme un petit animal. En s'approchant, il fait une terrible découverte. Une jeune femme est dans un état lamentable. En attendant les secours, l'homme tente d'offrir un peu de réconfort à la jeune femme en état de choc. Incapable de parler, elle semble avoir été violemment battue. Il l'emmitoufle dans une couverture obtenue chez un voisin. Elle était comme absente à ce moment-là. Elle n'était même pas capable de nous dire s'il lui avait parlé en français ou en anglais. Elle était totalement KO. La victime, qui a subi de très graves blessures à la tête, est immédiatement transportée à l'hôpital. Il est donc impossible pour les enquêteurs de l'interroger. Le passant qui a porté secours à la victime est quant à lui rapidement entendu par un enquêteur. Lui aussi, il devient suspect. C'est facile d'appeler la police en disant qu'on vient de trouver quelqu'un, mais c'est la dernière personne à s'être trouvée avec. C'était un individu qui habitait le quartier, quelqu'un qui n'avait jamais rien eu à se reprocher. C'était un citoyen normal. Une enquête est officiellement ouverte. Dans les jours qui suivent, un enquêteur se rend au domicile de la victime et interroge son conjoint. Ce dernier évoque alors une dispute à propos de la consommation d'héroïne de la jeune femme, dispute qui aurait poussé la jeune mère de famille à quitter précipitamment leur domicile le soir de son agression. Il était assez arrogant. À la manière dont il nous parlait, on comprenait qu'il n'aimait pas la police. L'homme qu'elle se trouve à l'hôpital, la jeune femme corrobore les faits et y ajoute même quelques détails. Sur le chemin du retour, elle dit avoir croisé une connaissance. Cet homme l'aurait invitée chez lui. Elle monte dans son appartement. L'homme se montre très agressif, extrêmement agressif. Elle n'apprécie pas trop. Elle trouve la situation assez effrayante. Et elle s'en va. Et puis en partant, c'est là qu'il est arrivé. Un individu est arrivé par derrière cette jeune femme. Il l'a frappée avec, je crois que c'était une pierre. Il s'est vraiment acharné sur elle. Et j'en ai vu des personnes battues avant, au cours de ma carrière, mais ça c'était, comme on dit, not necessary, vraiment pas nécessaire du tout. C'était pas une femme corpulente. Autrement dit, c'était pas quelqu'un qui pouvait se défendre. Donc il l'a frappée et il l'a agressée sexuellement. À l'hôpital, la jeune femme reçoit les premiers soins et subit également un examen médico-légal. On examine tous les indices physiques d'activité et d'agression sexuelle. Puis on recueille les preuves biologiques qui pourront ensuite servir dans le cadre de l'enquête. Tous ces éléments permettront éventuellement d'identifier l'agresseur, car la jeune femme semble avoir perdu conscience pendant l'attaque. André Bouchard était commandant de la section criminelle de la police de Montréal au moment de l'enquête. Le problème avec cette agression, c'est que cette jeune femme avait été tellement battue qu'elle avait perdu le moindre souvenir. Elle se rappelait de quelques brides, mais vraiment pas grand-chose. Ça ne nous a pas aidés. Devant le manque d'informations au dossier, l'enquêteur met tout en œuvre pour essayer de retrouver cet agresseur qui a fait preuve d'une si rare violence.
Le client de la victime se retrouve aussi sur la liste des suspects potentiels. Mais encore faut-il obtenir son identité. Ils ont tenté de trouver la personne avec qui elle avait eu un rapport sexuel. La victime pensait que c'était une personne de New York. Les policiers essaient donc de retrouver le client de la jeune femme au Québec, ainsi que de l'autre côté de la frontière, mais sans succès. L'enquêteur pousse aussi les vérifications auprès du conjoint de la victime. Le mari aussi était suspect. Et on doit éliminer les suspects. C'est pas toujours très drôle. On interroge la famille, on interroge le père, on interroge les frères, les sœurs. Ils n'aiment pas ça. Ça, je peux vous dire qu'ils n'aiment pas ça. C'est pas plaisant de se faire interroger. L'alibi du conjoint de la victime, qui affirmait avoir passé la soirée au domicile familial, en compagnie de l'enfant en bas âge du couple, est confirmé. Les policiers retirent l'homme de leur liste de suspects potentiels. Quelques mois plus tard, en avril 2002, l'analyse des prélèvements récupérés sur la victime lors de l'examen médico-légal et envoyés au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale révèle la présence de spermatozoïdes partiels. Toutefois, aucun nom n'est relié au profil. Sans description précise de l'agresseur et avec un profil génétique malheureusement non fiché, l'enquête est au point mort. L'enquêteur interroge à nouveau la victime. Elle a passé plusieurs semaines à l'hôpital et on peut espérer qu'elle ait recouvré une partie de la mémoire. C'était pas un témoin qui pouvait nous aider. Elle souffrait encore beaucoup de cette agression. Mentalement, elle était obligée de réapprendre, je pense, à parler, à marcher, à écrire. C'était incroyable ce qu'il lui avait fait, les dégâts qu'il avait provoqués en la frappant à la tête. Mais l'enquête demeure au point mort et les enquêteurs espèrent qu'un indice ou un nouveau détail refera éventuellement surface afin de les aider à avancer dans ce dossier. Moins de 2 mois plus tard, le 5 avril 2002, à nouveau dans le quartier Centre-Sud, un autre événement attire l'attention des policiers. Une mère, morte d'inquiétude, signale à la police de Montréal la disparition de sa fille de 18 ans, Maude Belair. Contrairement à ses habitudes, la jeune fille n'a pas donné signe de vie depuis la veille. Maude Belair était une jeune femme de 18 ans, une jeune femme gentille qui demeurait avec sa mère dans le quartier Centre-Sud. Qui travaillait depuis peu dans un café de la rue Sherbrooke, à Montréal. Maude Belair, ce jour-là, travaillait et par la suite, elle était allée passer la soirée chez une de ses copines et il avait été convenu qu'elle rentrerait chez elle par le dernier métro. Maude était une fille sans histoire. Elle avait l'habitude de téléphoner lorsqu'elle allait être absente ou en retard, ce qu'elle n'avait pas fait. Alors le fait qu'elle ne soit pas chez elle, le lendemain matin, était tout à fait anormal aux yeux de sa mère, qui s'est empressée de contacter les policiers pour signaler la disparition de sa fille. Mais comme sa fille était majeure et qu'elle n'avait disparu que depuis quelques heures, les policiers ont préféré attendre encore une journée ou deux avant de prendre officiellement la déposition ou l'avis de disparition. Le 8 avril 2002, vers 9h45, 3 jours après le signalement de la disparition de Maude Belair, un employé de la compagnie de chemin de fer canadien Pacifique fait une macabre découverte. Dans un petit bois situé à quelques mètres seulement de la voie ferrée, dans le quartier Centre-Sud de Montréal, il repère un corps inanimé. Il a vu ce qui lui semblait être un mannequin, mais finalement il s'est avéré que c'était le corps d'une femme assassinée. On peut dire que c'est un crime vraiment horrible. C'était pas beau. C'était vraiment pas beau. Je me rappelle, cet homme, lui aussi, il a eu bien du mal à nous expliquer comment il l'avait trouvé et comment il l'avait vu. Et vraiment, il se sentait pas bien. C'est Benoît Fortin, technicien en scène de crime de la police de Montréal, qui est appelé sur les lieux de l'homicide afin de récupérer toutes les preuves nécessaires à l'enquête. Je vois beaucoup de projections de sang aux alentours, sur les arbres, sur les blocs de ciment qui sont autour. Une violence assez extrême. La victime son pantalon est déchiré, sa petite culotte aussi est déchirée. À côté d'elle, il y a un bloc de ciment avec du sang et des cheveux. Son manteau lui recouvrait complètement la tête pour lui cacher le visage, je ne sais pas, pour cacher le sang. Je vois qu'elle a de sérieuses, vraiment sérieuses blessures à la tête. Près du corps, il y a le sac à main de la victime. Et il y a aussi une chaussure qui est à 1 mètre, 1,50 m de la victime. Le sac abandonné près du corps contient des documents au nom de Maude Belair, la jeune fille disparue quelques jours plus tôt.
Le bloc de béton ensanglanté, retrouvé à proximité du corps de la victime, est étudié avec soin par le technicien en identité judiciaire. Avec les cheveux et la substance rougeâtre qu'il y a dessus, j'en viens vite à la conclusion que ce bloc de béton a pu servir à frapper la victime. Le bloc de béton, je le prélève entièrement. Il y a une partie qu'on va traiter en biologie et une autre qu'on va traiter en empreinte digitale pour savoir... Jeune, être frappée, et en plus, il était évident qu'elle avait été agressée sexuellement du fait qu'elle était partiellement dénudée. Moi, je pense qu'elle traversait la voie de chemin de fer pour aller de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est et c'est là qu'elle a dû se faire accoster. Avec les projections de sang qu'il y avait sur le ciment et les arbres, dans ma tête, il était certain que c'était là qu'elle avait été frappée. Pour les policiers, il n'y a aucun doute. Ils ont affaire à un meurtrier sans limite. Un meurtrier qu'ils doivent s'empresser d'identifier le plus rapidement possible. On s'est dit que là, on avait affaire à un véritable malade. Vicieux, un gars qui frappe des femmes sans aucune raison. À moins de 2 mois d'intervalle, en février et en avril 2002, 2 agressions d'une violence inouïe sont commises dans un rayon d'1 kilomètre dans le quartier centre-sud de Montréal. Les 2 victimes ont été violemment frappées à la tête et agressées sexuellement. La première s'en sort, mais gardera de graves séquelles. La seconde n'a pas eu autant de chance. Maud Belair a été victime d'une agression atroce, particulièrement violente. Dans le sens où elle a été non seulement agressée sexuellement, mais tuée de façon très violente. La jeune Maud Belair a malheureusement été réduite au silence par son agresseur. Les derniers espoirs des enquêteurs reposent désormais sur l'interprétation de la scène de crime. Le technicien en scène de crime passe les lieux au peigne fin. Les détails apparemment les plus anodins sont prélevés pour ensuite être envoyés au laboratoire. Le corps sera quant à lui traité avec précaution afin de le préserver pour l'autopsie. Une enquête, ça se résout pas d'un claquement de doigts, au contraire, c'est pas on fonce, il faut faire comme ça et comme ça. Non, la scène nous montre ce qu'il est bon de faire. Donc on a décidé à ce moment-là, vu qu'il y avait eu une agression sexuelle, qu'on ne devait pas déplacer le corps pour prendre des photos. Moins il y a de déplacement du corps, et mieux c'est pour nous. On ne voulait pas perdre le profil génétique du suspect qu'il aurait pu laisser sur le corps. D'ailleurs, on met également les mains de la victime dans un sac pour s'assurer de ne pas perdre en route ce qu'elle pourrait tenir dans les mains. Parce que sous les ongles, à l'autopsie, ils vont faire des prélèvements, au cas où elle se serait débattue ou aurait agrippé son agresseur, l'aurait griffé. Dans ce cas, on pourrait avoir l'ADN du suspect sous ses ongles. Il y a urgence de procéder à l'analyse avant que les intempéries fassent disparaître certains éléments. C'est très différent d'une scène de crime intérieur. Le climat vient jouer pour beaucoup. On ne sait pas depuis combien de temps elle est là, on est dans la nature. Dans ce cas-là, il faut préserver au maximum la victime. La victime a été retrouvée en plein cœur d'un quartier chaud de Montréal. Rapidement, des hypothèses sont émises. Dans ce cas précis, la scène se trouvait en plein centre, dans le quartier de la prostitution. Forcément, tout le monde disait « Encore une autre pauvre prostituée », parce qu'elle était toute jeune. Même si les rumeurs s'emportent, les policiers n'ont trouvé aucune preuve laissant croire que Maud Belair se prostituait. Moi, ça m'avait choqué parce qu'on avait parlé avec la mère. Et la mère n'avait pas décrit sa fille comme une prostituée. Pour l'heure, 2 équipes d'enquêteurs de 2 sections différentes enquêtent respectivement sur un dossier de violente agression sexuelle et sur un dossier d'homicide. Mais les similitudes entre les 2 événements frappent les policiers qui commencent à collaborer et établissent le modus operandi de l'agresseur. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Sur de nombreux points, le secteur, la manière dont les 2 personnes avaient été attaquées par derrière. Une, c'était avec un bloc de ciment, l'autre avec une pierre. C'est pas un gars qui part avec un couteau dans ses poches. Il prend ce qu'il trouve sur les lieux. Ça, c'est une personne qui choisit ses cibles au hasard. Mais c'est pas si aléatoire que ça. Il cherche des femmes qui se trouvent toutes seules dans des endroits isolés. L'agression de Maud Belair et celle de la jeune héroïnomane obéissent exactement au même modus operandi. Pierre Garon, le procureur, se souvient. La victime était du même âge. Elle vivait à 5 minutes de marche de l'autre victime. Elle a été laissée inconsciente des heures durant.
et l'autre en est morte. Les similitudes donc d'endroit, de morphologie de la victime, de l'acte en lui-même, faisaient en sorte qu'on éliminait la coïncidence que ça pouvait être deux personnes différentes. Tous les indices récoltés sur place par l'équipe d'identification judiciaire parviennent aux pathologistes. Et ces conclusions sont formelles sur la cause de la mort de Maud Belair. La gravité des fractures présentes sur le crâne de la victime résulte de plusieurs coups d'objets contondants. Dans le rapport du médecin légiste, Maud Belair avait beaucoup de sang dans la trachée et elle est morte par asphyxie. Et elle est morte des suites des coups qu'elle a reçus sur la tête. Elle avait vraiment le crâne défoncé par les coups des blocs de béton. L'examen interne va confirmer la thèse de l'agression sexuelle comme principal motif du meurtre. Des spermatozoïdes sont retrouvés dans la cavité vaginale de la victime. Suite aux analyses, on peut conclure que le décès est survenu dans le cadre d'une agression sexuelle et que l'agresseur y aurait sans doute laissé son ADN. L'ADN et les empreintes digitales, c'est spécifique à chaque personne. Dans les jours qui suivent l'autopsie de Maud Belair, les enquêteurs établissent son parcours depuis la dernière fois où elle a été vue par ses proches, le soir du 4 avril, jusqu'à la découverte de son corps 4 jours plus tard. Le journaliste Marc Pigeon s'est intéressé à l'affaire Maud Belair. Alors, les policiers, dans leur enquête, ont reconstitué les dernières heures de la vie de Maud et il s'est avéré que la dernière personne à l'avoir vue vivante, c'était l'ami chez qui elle était allée passer la soirée. Et la jeune fille avoue qu'elle a fumé de l'herbe et qu'elle a pris de la cocaïne. La mère, elle aurait pu nous dire « Non, non, ma fille, c'est un ange ». Mais elle était honnête avec nous. Elle nous a dit qu'elle consommait de la drogue, mais qu'elle ne s'était jamais prostituée, jamais. Fallait entendre la façon dont elle nous a dit que sa fille ne se livrait pas à la prostitution. Elle insistait vraiment. Et ma fille n'est pas une prostituée. Ça m'a convaincu. Selon elle, Maud était une fille tellement gentille, tellement jolie que c'est ce qui avait dû attirer son agresseur. Elle disait que probablement elle avait rencontré la personne qui lui avait fait ça et tout bonnement l'avait suivie. Elle pouvait pas expliquer ça autrement qu'en disant « Ma fille est comme ça, trop gentille ». Il est impératif pour le commandant André Bouchard de faire comparer le profil génétique prélevé sur la scène du meurtre de Maud Belair à celui prélevé sur la victime de la violente agression sexuelle survenue 2 mois auparavant. Rien que le mode opératoire des deux cas, la façon dont les femmes avaient été attaquées, on était tellement convaincus que c'était la même personne qu'on a demandé des analyses urgentes immédiatement. Et les résultats d'analyse ces années-là, c'était 6 semaines à peu près. Comme dans toute enquête, il faudra donc s'armer de patience dans l'attente des résultats. Les prélèvements effectués sur la scène de crime par le technicien en identité judiciaire Benoît Fortin serviront au test d'ADN demandé par André Bouchard. Avec le prélèvement sur le bloc de béton, si on était capable d'avoir un profil génétique autre que celui de la victime, peut-être qu'on aurait aussi celui du suspect dessus. Par exemple, s'il s'était coupé ou écorché un doigt. La preuve scientifique qu'on a obtenue, c'était le profil génétique du suspect. Et sur la victime, on avait le profil génétique du suspect. Il faudra ensuite attendre plusieurs semaines avant d'obtenir un retour de la Banque nationale de données génétiques à Ottawa concernant la demande de comparaison des profils génétiques tirés des échantillons de sperme prélevés sur les 2 victimes. Les analyses ne permettent pas de relier le profil d'ADN de l'agresseur à un individu fiché, mais elles permettent toutefois d'identifier qu'il s'agit bel et bien du même profil, donc du même homme. Et puis un jour, je reçois un coup de téléphone du laboratoire qui me dit « On a quelque chose ». Au moins, on avance. On sait que ça, c'est relié à ça. Ça, c'est relié à ça. Ça n'aide pas à 100%, mais ça aide. Au moins, on sait qu'on a affaire à un agresseur en série. Mais en juin 2002, alors que l'enquête sur l'agression de la jeune femme de 22 ans et de Maud Belair suit son cours, une autre agression survient. Cette fois-ci sur un tout autre territoire. Tout porte à croire que le dangereux prédateur sexuel vient encore de faire une victime. Ça ressemblait beaucoup au nôtre, au meurtre tout d'abord et à l'agression sexuelle. Entre février et avril 2002, un meurtre et une agression sexuelle d'une rare violence surviennent à 1 kilomètre de distance de Montréal. Dans les 2 cas, l'agresseur a attaqué sa victime par derrière et l'a battue violemment. Les policiers craignent d'être sur la piste d'un prédateur en série. Quelques mois après les attaques, dans la nuit du 3 au 4 juin, la police de Longueuil intervient suite à une agression sexuelle survenue dans des circonstances semblables.
Un soir, une jeune femme d'une quinzaine d'années rentrait chez elle. Elle était quasiment arrivée lorsqu'un homme lui a passé le bras autour du cou, comme pour l'étrangler, et l'a frappée au visage, jusqu'à ce qu'elle perde conscience. Et elle a été agressée sexuellement après avoir été emmenée dans un coin un peu plus isolé. Le sergent détective Gérard Langlois du service de police de Longueuil est appelé à enquêter sur ce dossier. En arrivant sur place, il y avait deux souliers qui étaient restés sur le trottoir. On s'aperçoit que la victime semble avoir été traînée, les souliers sont restés là. Elle a été amenée sur le gazon à côté du bâtiment. Et sur place, il y avait une petite culotte qui était par terre, déchirée. Il y avait des boucles d'oreilles et une bague. Et il y avait aussi une trace sur le gazon qui était humectée d'un produit qui n'était pas connu en fait à ce moment-là. Il avait retiré sa petite culotte sur place en la déchirant, mais quand on l'a retrouvée, elle avait sa jupe, son petit haut, sa veste, elle avait tout sur elle. Rien d'autre ne lui avait été retiré, donc on pouvait penser qu'il y avait eu agression sexuelle. L'enquêteur Langlois se rend à l'hôpital pour rencontrer la victime. Bien qu'elle ait subi un très gros choc et de graves blessures, l'adolescente accepte de collaborer. Elle était semi-consciente, elle semblait un peu perdue, comme un peu désorientée. Elle avait le visage très enflé. Elle avait aussi les vaisseaux sanguins au niveau du visage, pratiquement tous éclatés sur l'ensemble du visage. Elle a été étranglée. Pour dire, il a même comparé ça à une pendaison au regard des marques qu'il y avait au niveau du cou. Alors, elle était passée à un cheveu de la mort. Elle a fait un blackout total. Elle se souvenait d'avoir été chez son copain le soir, la façon dont elle avait quitté son domicile, sauf qu'arrivée au moment où elle a croisé ce gars, à partir de là, c'est le trou noir absolu, elle se souvient plus de rien. Cette jeune fille-là, d'après moi, ne sait même pas qu'elle a été agressée. La victime essaie tant bien que mal de raconter le déroulement de sa soirée à l'enquêteur avant sa perte de conscience. La victime était chez elle à peu près aux alentours de 10 heures. Elle voulait aller retrouver son copain et sa mère lui a payé un taxi. Et à un moment donné, il y a un ami du copain en question qui est arrivé. Dès qu'elle a vu son ami, elle a décidé de partir. Et les deux garçons ont décidé de l'accompagner. Apparemment, comme ça se passait régulièrement. Ils l'ont accompagnée sur une partie du chemin, et puis à peu près à 500 mètres de chez elle, elle a continué toute seule. Et quand elle commence à déambuler sur le trottoir seule, elle croise un individu, mais elle sent qu'il est louche. Alors elle le regarde pas, elle regarde par terre. Et là, elle s'aperçoit qu'il a fait demi-tour, et qu'il vient vers elle. Il l'a serrée à la gorge, de façon très ferme. Et puis il l'a frappée à coups de poing au visage, à coups de poing au niveau de la tête, et c'est là qu'il l'a traînée sur le terrain pour l'agresser sexuellement. Lorsque l'adolescente reprend conscience, l'agresseur a disparu. La jeune victime ne sait plus où elle est, et elle est prise de panique. Elle s'est mise à crier, elle criait « Maman, maman, je vois ma mère ». Elle était en état de crise, alors elle était complètement perdue. La jeune fille est rapidement secourue et conduite à l'hôpital. Comme le veut la procédure dans les cas d'agression sexuelle, l'adolescente va subir un examen médico-légal. Et c'est là qu'on a confirmé qu'effectivement il y avait eu agression sexuelle. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, dans l'espoir d'y trouver un profil d'ADN qui pourrait mettre les policiers sur la piste d'un suspect. L'enquêteur Gérard Langlois décide aussi de faire publier un communiqué de presse en toute urgence. C'était important que la population soit mise au courant, parce que bon, ça s'est passé dans un secteur résidentiel et puis on voulait pas qu'il y ait d'autres victimes dans les jours qui suivent. Il fallait éviter ça. Le sergent détective Langlois entre aussi en contact avec un analyste de la police de Montréal afin de vérifier si d'autres victimes du genre auraient été répertoriées sur l'île de Montréal. Peu importe le crime, on vérifie avec les autres services de police s'ils n'ont pas les mêmes faits sur leur juridiction. Moi, j'ai contacté un analyste de Montréal qui nous avait dit qu'il y avait 2 dossiers semblables sur leur territoire, mais qu'il n'y avait aucun suspect dans ces 2 affaires. La victime de chez nous et la victime du meurtre à Montréal font à peu près la même taille. La seule différence, c'est l'âge, parce que la victime chez nous était âgée de 15 ans. Et à Montréal, je crois, si je me souviens bien, c'était 19 ou 20 ans. Et puis la troisième, sans avoir nécessairement un physique identique, faisait malgré tout la même taille et la même corpulence. Dans les 3 agressions, on a une victime qui est morte, mais les 2 autres ont été laissées pour mortes. Ça laissait supposer de toute évidence que l'agresseur voulait tuer ses victimes avant de les agresser, et le fait aussi qu'elles ont été étranglées toutes les 2 et frappées au niveau du visage. C'est un agresseur qui est très très violent.
Et je pense qu'il est dangereux de le laisser traîner dans nos rues actuellement parce que je pense qu'il s'arrêtera jamais de lui-même. Pour moi, c'était un prédateur sexuel. En octobre 2002, 8 mois après la première agression, les experts relient formellement par ADN l'agression sur la jeune fille de Longueuil au meurtre de Maude Belair et à l'agression violente de la jeune femme de 22 ans du quartier Centre-Sud. Toutefois, le profil identifié ne correspond à aucun individu fiché. Dans les 3 cas, on a l'ADN. On a des substances qu'on a été en mesure de prélever sur les 3 scènes de crime. Et effectivement, on a réussi à prouver que c'était exactement la même personne qui a commis les 3 agressions. On n'avait pas de nom. On avait 3 cas qui disaient « Ok, la personne qui a agressé, qui a tué et qui a agressé, c'est la même personne. » Mais c'est qui ? Le 20 novembre 2002, une conférence de presse est organisée pour demander l'aide de la population. Les policiers ont convoqué les médias pour 2 raisons principales. La première était de chercher à obtenir des informations. On demandait aux gens de fournir des éléments pouvant les aider dans leurs enquêtes. L'autre raison, c'était pour appeler les femmes à la prudence. On savait qu'il y avait un prédateur qui sévissait dans les rues de Montréal et les rues de Longueuil. Alors on allait, à ce moment-là, demander aux femmes, lorsqu'elles circulaient le soir, surtout si elles étaient seules, d'être particulièrement vigilantes. On ne pouvait pas laisser des femmes sans défense, sans qu'elles sachent qu'il y avait un prédateur. Le prédateur sexuel a une routine. Son mode opératoire, c'est le même. C'est comme une chasse pour lui. Ces gens-là chassent sur leur terrain. C'est un terrain où d'habitude ils sont très à l'aise. Ils savent comment passer d'une ruelle à l'autre parce qu'ils connaissent le secteur. Ils connaissent les gens qui y habitent. Il sait que la plupart du temps, s'il faisait quoi que ce soit et que quelqu'un entendait un bruit, pas de problème, il s'en mêlerait pas. C'est ce genre de quartier. Pour moi, quand l'agresseur était sur notre territoire, la première chose qui me soit venue à l'idée, c'est que l'agresseur se trouve chez nous. Il a commis 2 agressions à Montréal et là on le retrouve chez nous. Bon, alors je me dis, d'après moi, il habite bien ici et pas du tout à Montréal. Malgré tous les efforts déployés par les policiers, 6 mois après la dernière attaque, l'agresseur se remet en chasse et s'en prend à une jeune femme qui marche seule, tard dans la nuit, à Montréal. Cette fois-ci, les cris de la jeune femme attirent l'attention d'un passant. Il y en a un paquet qui aurait dit « Oh, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, pis je veux pas parler de ça », et il serait parti. Mais lui, il a sauté sur la personne dans l'obscurité. Face à l'urgence d'identifier un suspect d'une série d'agressions sexuelles d'une rare violence, les 2 corps de police collaborent sur ce dossier. Quand on est convaincu d'avoir un agresseur sexuel, immédiatement, on communique avec tous les corps de police via notre section de renseignement. Mais malgré tous les efforts et la surveillance mise en place par les forces de l'ordre, le vendredi 6 décembre 2002, le dangereux prédateur sexuel s'apprête à sévir dans un tout autre quartier, le plateau Mont-Royal. Il repère une étudiante, âgée de 21 ans, qui se rend à pied chez une copine vers 2 heures du matin. C'est une étudiante qui s'est sentie suivie. Et lorsqu'elle a regardé derrière elle, elle a vu cet homme-là qui lui a demandé tout d'abord si elle avait des cigarettes. Elle a dit non, mais il a insisté pour marcher à ses côtés, jusqu'à ce qu'ils arrivent tout près d'une ruelle. L'agression sexuelle a eu lieu au pied d'un immeuble. Les cris de détresse de la jeune femme attirent l'attention d'un passant. Il entend une femme qui crie fort. Et lui, c'est un gars qui a du cran. Il avait vraiment du courage. Alors il est entré dans la ruelle. Et en dessous des escaliers d'un bloc d'appartements, l'agresseur était en train de violer une jeune femme. Et le monsieur a sauté dessus. Alors ils se sont battus, tous les 2, mais il a réussi à le maîtriser, jusqu'à ce que la première voiture de police arrive. Il y en a un paquet qui aurait dit « Oh, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, et je veux pas me mêler de ça ». Puis il serait parti. Mais lui, il a sauté sur l'agresseur dans l'obscurité. Moi, je lève mon chapeau à ce jeune homme-là. La jeune femme est conduite à l'hôpital où un examen médico-légal sera pratiqué afin de recueillir des preuves dans le dossier. Les échantillons de sperme retrouvés sur la victime et sur ses vêtements sont immédiatement envoyés au laboratoire.
Les policiers souhaitent aussi obtenir le plus rapidement possible les autorisations légales pour prélever l'ADN du suspect, un dénommé Aaron Frank, afin de le comparer avec le profil génétique retrouvé sur les victimes. Dans le cas présent, on a fait une demande prioritaire pour l'ADN. Parce que là, on avait un détenu. Et pour le garder en détention, il fallait qu'on prouve au juge qu'il l'avait agressé. Parce que lui, la première chose qu'il a dite quand les policiers lui ont mis les menottes, c'est « Enfin quoi, je comprends pas. Je viens de lui donner 60 $. On était sur la rue de l'Ontario quand je l'ai ramassé. » Et c'est sa parole contre la sienne. Aaron Frank est incarcéré en attente de son procès lorsqu'en janvier 2003, un mois après la dernière agression commise, l'enquêteur Pierre Leduc lui rend visite, muni d'un mandat de prélèvement sanguin aux fins d'analyse d'ADN. Pour accuser quelqu'un d'une agression sexuelle, il faut trouver l'ADN et prouver que c'est bien lui. Et être sûr à 100% que le sperme qu'on a trouvé sur la robe, c'est effectivement le sien. Que ça lui appartient bien. Un prélèvement est effectué sur Aaron Frank. Le retour du résultat des analyses confirme les doutes des enquêteurs. On établit avec certitude que l'ADN trouvé sur la personne, victime de l'agression sexuelle, appartenait à l'agresseur que le jeune homme avait arrêté ce soir-là, et son nom c'était Aaron Frank. Le suspect en détention, Aaron Frank, n'est âgé que de 20 ans. Les enquêteurs consultent son dossier criminel qui est déjà fort bien rempli, malgré son jeune âge. Aaron Frank avait déjà un casier judiciaire assez impressionnant. On peut dire qu'il avait commencé sa carrière criminelle assez jeune, et avec plusieurs délits en matière de drogue, en matière de violence, des menaces par exemple. Et de nombreuses violations de conditionnels, de probation. C'est-à-dire que lorsqu'il passait devant les tribunaux et qu'on lui imposait des conditions de remise en liberté, par exemple, eh bien, il les bafouait, il ne les respectait pas. Dans les mois qui suivent, alors qu'Aaron Frank est formellement détenu relativement à l'agression de l'étudiante de 21 ans, son ADN est analysé et versé à la Banque nationale de données génétiques à des fins de comparaison. Les résultats sont concluants. En plus de concorder avec l'ADN laissé sur l'étudiante, le profil de Aaron Frank affichera une correspondance avec celui prélevé dans les 3 autres dossiers. On l'a eu. Comme on dit dans toute enquête, il y a une grande part de chance. On travaille dur, oui, mais il y a un facteur de chance. Malheureusement, il aura fallu une agression sur une jeune fille pour nous y aider. Pour tenter d'obtenir des aveux et de faire la lumière sur la mort de Maud Belair et des agressions sexuelles sur la jeune héroïnomane et la jeune fille de Longueuil, les policiers interrogent Aaron Frank durant de longues heures, mais il ne collabore pas. Il voulait rien savoir, il voulait pas parler. L'enquêteur principal en charge de ce dossier, c'était un vieux de la vieille. Lui, c'était un vrai de vrai. Il savait mener un interrogatoire et taper du poing sur la table. Mais il a eu aucune réaction, il était froid. Et dès l'instant où on le coinçait, et là, hop, il disait plus rien. C'était « je veux voir mon avocat » à tire-larigot, et c'était fini. Alors là, franchement, ça n'a pas aidé. Pour notre enquête, cet interrogatoire-là a servi à rien. Mais sachant ce qu'on savait, avec l'ADN, grâce à son ADN, on avait tout ce qu'il nous fallait. Moi, je vais vous dire, honnêtement, d'habitude, on aime bien avoir des aveux en bonne et due forme. Tout le monde aimerait ça, avoir des aveux signés pour les ajouter aux autres preuves. Ça consolide le dossier. L'enquêteur n'a pas perdu son temps. Il a laissé tomber, parce qu'on n'en avait pas besoin. Le 26 septembre 2003, Aaron Frank comparaît au palais de justice de Montréal pour le meurtre de Maud Belair. On a sécurisé beaucoup de gens qui auraient pu être victimes de cet individu-là et qui auraient pu commettre d'autres meurtres et dans les mois et les années à venir. Devant toutes les accusations qui pèsent sur son client, la défense décide de faire 2 procès. Un pour le meurtre de Maud Belair et un autre pour les accusations d'agression sexuelle sur les 2 autres jeunes filles. C'étaient des actes similaires. 3 viols commis par l'accusé sur des jeunes filles que le juge a préféré ne pas mettre devant les jurys parce que c'était très préjudiciable à l'accusé. La défense a adopté la stratégie de dire on va commencer avec le dossier le plus important, le dossier de meurtre et agression sexuelle. Et si jamais il est déclaré coupable, eh bien là, on verra après pour les autres dossiers. Mais si l'accusé n'avait pas adopté cette stratégie-là, et qu'il plaide coupable, ou est déclaré coupable des affaires d'agression, des dossiers d'agression sexuelle, et qu'après, on poursuit le dossier en question, le dossier de meurtre et agression sexuelle, s'il témoigne, il est susceptible d'être contre-interrogé sur ses antécédents judiciaires.
Et à ce moment-là, on ressort toutes les infractions criminelles de nature sexuelle antérieure. Et là, le jury, c'est un automatisme, va se dire « qui a bu boira, c'est un agresseur sexuel, il est coupable ». Il faudra attendre près de 2 ans avant que ne s'ouvre le procès d'Aaron Frank pour meurtre. À la grande surprise des enquêteurs, Frank réfute toutes les accusations. Sa défense fait aussi sursauter l'opinion publique. Il a prétendu qu'il avait eu une relation sexuelle consentie avec elle et que c'est par la suite qu'elle avait été tuée, probablement par une autre personne que lui. Le procureur allait donc devoir prouver que le meurtre avait eu lieu au moment même de l'agression sexuelle. La victime avait une serviette hygiénique dans sa petite culotte. Si la relation est consensuelle, la victime remet ses sous-vêtements, son pantalon et s'en va. Et par la gravité, le sperme tombe du tampon à l'extérieur et va se déposer sur la serviette hygiénique. L'absence de sperme dans la serviette hygiénique démontrait que la victime ne s'est jamais relevée. Elle est restée là, morte, abandonnée par le tueur. L'avocat de la défense soulève que le sperme de l'accusé a été retrouvé au fond du vagin, ce qui semble indiquer que la victime aurait remis un tampon après avoir eu une relation consentante avec l'accusé. Le biologiste a dit « La relation sexuelle a eu lieu par pénétration et la victime a été positionnée au sol après sa mort. Sur le dos, le vagin est dans une telle position que, par gravité, le sperme qui se trouve à l'intérieur va imbiber le tampon. Et le tampon n'étant pas si étanche, on doit retrouver un peu de sperme derrière le tampon dans la partie du vagin. Comme on n'en avait pas trouvé, ou pas beaucoup, c'était la réfutation de l'argument de la défense. Il faudra moins de 24 heures au jury pour déclarer Aaron Frank coupable de meurtre prémédité et d'agression sexuelle grave sur Maud Belair, la jeune femme de 18 ans. Il demeure impassible lorsque le juge le condamne à la prison à vie. La violence du crime semble avoir heurté le juge, qui a dit sur le banc que Maud avait le droit de vivre, que c'était un crime abominable et que Aaron Frank avait usé d'une grande cruauté. Dans le box des accusés, il avait l'air complètement désintéressé de tout ça. Et vraiment ailleurs. Certains ont même dit qu'il avait l'air arrogant. Alors qu'il s'apprête à subir son 2e procès pour les agressions sexuelles commises sur 3 jeunes femmes, Aaron Frank poussera l'arrogance jusqu'à nier s'en être pris à la jeune héroïnomane. Il invoquera encore une fois la relation consentante. Cette victime-là, elle ne se souvenait pas de la façon dont elle avait été attaquée. Frank essaierait-il de faire dérailler le procès en tirant profit du statut de prostituée de sa victime? Après avoir tenu les policiers en haleine pendant plusieurs mois au cours de l'année 2002, en commettant une série d'agressions sexuelles d'une extrême violence et le meurtre sordide de Maud Belair, Aaron Frank a finalement été condamné à 25 ans de détention pour le meurtre de la jeune femme de 18 ans. La condamnation de l'accusé a été obtenue à cause de la preuve scientifique, de l'ADN. Si on n'avait pas d'ADN, Aaron Frank serait peut-être encore dehors aujourd'hui, en train de traîner dans la rue. Aaron Frank doit subir son autre procès pour les 3 autres dossiers d'agression sexuelle. Le 6 juin 2005, Frank se reconnaît coupable des agressions sexuelles sur la jeune adolescente agressée à Longueuil et sur l'étudiante agressée sur le plateau Mont-Royal. Il évite ainsi le procès. On le condamne à 3 ans de prison pour ses crimes. Toutefois, Frank ne reconnaît pas l'agression survenue dans le quartier Centre-Sud sur une jeune femme héroïnomane. Il invoque encore une fois la relation sexuelle consentante. Peut-être qu'à ce moment-là, la défense avait la crainte que nous puissions demander qu'il soit déclaré criminel dangereux. Et la commission de cette infraction-là était tellement violente que c'était ce qui pouvait probablement faire pencher la balance. Puisque Aaron Frank nie sa culpabilité, un procès sera tenu, ce qui oblige la victime à venir témoigner. Une tâche difficile pour la jeune femme, vu la violence et la nature du crime dont elle a été victime. Je ne faisais pas de total, vous savez. Et en prison, pour le restant de tes jours, jusqu'au moment où quelqu'un décide « Ok, tu peux sortir ». Mais jusqu'à présent, après avoir été déclaré délinquant dangereux, il n'y en a jamais aucun qui est sorti. Selon le rapport du psychiatre, Aaron Frank remplit les conditions légales pour être déclaré criminel dangereux.
L'individu doit être un criminel impénitent, susceptible de commettre des actes violents, mais vraiment violents. Mettre la vie des gens en danger et tout ça. Et s'il est remis en liberté, et que les perspectives de réhabilitation ou que les efforts dans son comportement en détention sont inexistants. Il sortira jamais d'où il est. On ne verra plus Monsieur Frank dans les rues. La science, évidemment, nous amène à des résultats incroyables, inespérés. On peut même, avec des prélèvements, maintenant, retrouver des cas qu'on pensait ne pas pouvoir régler dans le passé. Dans ce cas, si ce crime-là avait eu lieu dans les années 40, l'accusé aurait été... On n'aurait pas pu faire le parallèle, on n'aurait pas eu des prélèvements génétiques, et il serait libre. La preuve nous a permis de relier 3 dossiers. Et si on n'avait pas eu cette preuve-là, on n'aurait pas pu identifier quiconque dans ce dossier. Pour moi, on aurait eu d'autres victimes. Parce qu'il était jeune, et il avait juste 20 ans à l'époque, et je pense pas qu'il serait arrêté au nombre de victimes qu'on avait à ce moment-là. C'est réellement plaisant pour un policier de rentrer dans une salle d'interrogatoire, de regarder le tueur en pleine face et lui dire « Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre et je ne veux même pas vous parler. Bye !» Ça, le gars, comment ça, il ne veut pas me parler? Et là, ça veut dire que notre preuve est vraiment solide. Ça arrive rarement, mais comme je vous dis, dans le cas où c'est solide, vraiment solide, c'est réellement velours. On aime bien ça. Leur dire en pleine face, mon gars, tu veux pas me parler? Parfait.